Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Star Wars et plus précisément de The Mandalorian. Mais on va pas vous débriefer un épisode, on ne va pas non plus vous faire des théories sur ce qui va arriver bientôt. Mais on va vous parler de la production de The Mandalorian et de l'impact que cette production a sur l'ensemble de l'industrie série et voire même cinéma, puisque The Mandalorian innove énormément dans la production en utilisant de nouvelles technologies notamment. Alors vous avez sûrement vu dans la série que les effets spéciaux étaient particulièrement réussis. On peut penser que c'est lié à un budget pharaonique, mais c'est surtout lié à ce qu'utilise The Mandalorian. L'ami Greg va vous en parler, il va tout vous expliquer. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Kerr et merci d'être tous là dans ma cuisine. On s'est dit budget exceptionnel de série, eh bien Cult and Click devait, comme à son habitude, eh bien aussi être présent en force en recréant le décor de la cuisine des producteurs. Donc on est là pour parler, comme le disait Kerr, de Mandalorian. Pourquoi est-ce que en fait, c'est une révolution et je pense que le terme est vraiment justifié quand on parle de Mandalorian. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, à la fois sur le tournage, à la fois sur la post-production, donc sur la partie vraiment trucage, montage, etc., et également dans la pré-production, dans la préparation du tournage. La série a innové et a changer de manière drastique la manière dont une série a été faite. Donc on va en parler avec un peu d'illustration pour que vous puissiez vous rendre compte que fondamentalement la série a vraiment cartonné, détonné la manière dont c'était fait habituellement pour que ce soit juste plus facile pour les acteurs de jouer, que ce soit plus facile de faire la série et de faire une bonne série. Donc de ça, on va en parler. Et commençons donc par le tournage, parce que c'est un peu le moment où beaucoup se fait, hein, c'est ce tournage. Et alors, si le Mandalorian n'a rien créé qu'ils peuvent breveter, parce qu'ils ne font que agglomérer comme ça plein de technologies qui existaient à droite et à gauche, en fait, le Mandalorian a réussi à mélanger énormément de technologies parce que la série elle-même est créée par des gens qui venaient d'univers différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu tout ce blabla ? C'est tout simplement qu'ils utilisent une technologie, pour aller très simple, qu'ils ont appelé le volume, qui est donc un énorme écran à 280 degrés, et donc il couvre comme ça l'intégralité donc du décor, et la partie donc qui manque sur les 80 degrés manque, il y a des écrans qui descendent pour pouvoir avoir quasiment un 360 degrés. Le plafond également est un écran. Et en fait, sur ces écrans, qu'est-ce qui est diffusé ? Eh bien, ils diffusent un rendu en 3D complètement réaliste, donc qui est fait par un moteur de jeux vidéo qu'on appelle l'Unreal Engine, donc les jeux vidéo qui ont l'air toujours de plus en plus réalistes. Eh bien, si on les fait et si on rend le moteur par des machines qui sont extrêmement puissantes, par en gros des méga ordinateurs qui coûteraient des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, eh bien on arrive à avoir un rendu en temps réel de tout de manière extrêmement réaliste. Et donc donner l'impression qu'on est dans un univers cohérent. Et donc de rendre des images de dunes, de déserts, d'océans, et en fait tout ça de manière extrêmement réaliste. Et en fait du coup on peut imaginer que voilà, vous êtes avec votre petite caméra, vous êtes avec votre acteur, et vous le filmez, sauf que derrière lui c'est pas un fond vert qui sera du coup avec des défauts et des qualités dont on parlera. C'est pas un acteur qui est en train de se demander où est-ce qu'il est, à quel moment il est, ou quand on lui fait coucou, où est vraiment le personnage. Tout ça il le voit en fait sur les écrans, il voit en permanence ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression dans Mandalorian, ou très souvent dans Mandalorian, l'impression qu'ils sont dans des très grands décors, ou qu'ils ont filmé au plein milieu d'un désert de sable. Souvent on a une ouverture, on a une impression d'immensité qu'on n'a pas dans les séries habituelles. Et bien la première raison c'est ça, c'est parce qu'il y a vraiment une immensité qui a été générée comme ça numériquement. Il y a aussi du coup énormément de problématiques qui coûtent extrêmement cher et qui alourdissent les productions.
post-production. Si vous vous souvenez de Walking Dead, il y avait à chaque fois un peu des fonds verts qui étaient une biche qui était mal rendue ou un décor qui se déplaçait pas à la vitesse d'un acteur et on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel du décor qui bouge. Et en fait, les fonds verts parfois peuvent être mal faits et aussi souvent en fait ils génèrent énormément de problèmes parce que Mandalorian, en gros, son armure c'est presque un énorme miroir et donc si dans chacun des reflets verts il aurait fallu recréer un Mandalorian en 3D sur lequel on va mettre des textures ou l'impression qu'il y a tel feu qui se reflète, etc. Enfin, vous imaginez la complexité et donc le coût. Et bien là, en fait, se reflète sur l'armure les images de ces écrans et donc tout ça coûte extrêmement moins cher, en tout cas en post-production. Et donc fondamentalement, ça change tout parce que vous n'avez plus qu'à créer un décor qui fait 40 mètres carrés et plus avoir un hangar énorme. Vous n'avez plus des acteurs qui sont tous en train de dire « Oh, regardez ce pigeon !» Et il y en a un qui pointe par là et l'autre qui pointe par là parce que dans leur imaginaire, les deux ne se sont pas mis d'accord. Et donc on a vraiment une capacité de Mandalorian à permettre aux acteurs d'être beaucoup plus en train de se concentrer en immersion dans leur rôle que ne pourraient le faire en fait des fonds verts. Et ça, ce retour aux sources, en fait, que cette méga technologie permette de faire un retour aux sources, c'est quelque chose que vous allez voir qui revient en permanence dans la production de Mandalorian. Et du coup, cette économie pour créer des décors rapidement, en fait, ils peuvent passer ils tournent une scène qui est dans un désert et ils tournent une scène qui est donc en pleine mer. En l'espace de, je crois que c'est 30 minutes, il leur faut pour que le setup soit complètement changé, pour juste, ils chargent une scène et pouf, on passe du désert à l'océan. Donc, c'est une simplicité et ces coûts de production qui donc sont allégés, et bien en fait ça permet d'avoir de l'argent qui va aller sur d'autres zones, la qualité des costumes, l'entraînement des acteurs, le fait d'avoir plus de temps en post-production ou d'avoir des réalisateurs de plus grande renommée. Et donc ça c'est quelque chose qui est incroyable. Et ça veut dire pourquoi je parle de révolution. En fait cette technologie elle est brevetée absolument pas par Disney. C'est le Unreal Engine, c'est quelque chose qui est utilisé dans les jeux vidéo. Il y a le fait d'avoir des écrans comme ça en 360 degrés, c'est quelque chose, si vous allez dans les salons de la Paris Games Week ou je sais pas, ou le salon du chocolat, vous pouvez voir des grands écrans comme ça un peu partout. Et donc ça veut dire que eh bien les séries, peut-être une série française à plus petit budget d'ici quelques années, en fait pourra avoir aussi la capacité de se déplacer et de plus avoir un scénario qui est uniquement basé dans des appartements parisiens sur lesquels il y a un drame, mais ils pourront aussi tourner eh bien en costume de cosmonaute sur la Lune, aller voyager après dans l'espace. En fait, ça va permettre de faire des trucs incroyables que ne pourraient faire que les gros budgets, mais pour des budgets d'abord moyens, puis petits, parce qu'il faut que la technologie soit de moins en moins chère. Et ça, c'est vraiment une révolution, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des histoires hyper ambitieuse, fait par des budgets beaucoup plus petits. Ça veut dire que des petites boîtes de production qui ont pour l'instant que quelques écrans pour habiller leur décor pourraient avoir un décor qui change à volonté en permanence. Donc c'est en soi une vraie révolution de tournage. Et quand on entend chaque acteur en parler, ils ne peuvent que dire à quel point ça les aide dans leur jeu, ça les aide dans leur capacité du coup à avoir une vraie interaction avec les éléments de décor quand ils sont en train de jouer le fait d'avoir froid ou d'avoir chaud parce qu'il y a quelques flammes qui sont diffusées à côté, et bien ça ils peuvent jouer le vrai parce qu'ils le voient et c'est vraiment important. Est-ce que déjà sur cette partie tournage, c'est quelque chose qui t'interpelle, Kerr, ou tu veux qu'on passe tout de suite sur la pré-production? Oui, ça m'interpelle, mais moi, il y a quand même j'ai une question. Est-ce que avec ces technologies utilisées, Game of Thrones, par exemple, aurait été différente parce que il y a eu, notamment au niveau de Game of Thrones et de la production, beaucoup de discours bah, dans cette saison, on vous met pas de loups parce qu'on va mettre des dragons et inversement. Et derrière, on a vu d'autres séries comme His Dark Materials qui mettaient 45 ours polaires sans aucun problème. Là, Mandalorian n'a pas du tout l'air gêné par la présence de monstres et de monstres impressionnants. On l'a vu avec le dragon Krayt dans le premier épisode de la saison 2. Qu'est-ce que ça aurait eu un impact aussi sur Game of Thrones? Bah, très concrètement, on en parlera après en post-production, mais très concrètement, cette technologie, elle permet d'avoir beaucoup d'effets spéciaux, donc le fond vert, qui du coup, au lieu de prendre des mois de post-production, là, on est en train de parler de quelques semaines de post-production. Donc,
c'est des coûts qui sont hyper importants parce qu'il faut pas imaginer que c'est juste un petit graphiste dans son coin. C'est des équipes entières qui travaillent sur ça, sur remodéliser les personnages en 3D, leur faire des ombrages, etc. Et en fait, donc tout ça du coup ne coûte pas rien, mais presque, enfin beaucoup moins d'argent. Et donc oui, définitivement, un GOT aurait pu avoir plus d'effets spéciaux pour le même prix. Après, il faut aussi imaginer qu'ils auraient pu tourner plus encore en extérieur. Je vous rappelle que comme là, ils tournent en intérieur, des images d'extérieur, si vous me suivez, eh bien, GOT avait ce problème d'avoir en permanence la chasse aux paparazzi qui venaient filmer, faire des photos, et donc on était spoilé avant même que la saison ait lieu. On voyait qu'il y avait tel personnage et tel personnage qui se rencontraient sur une plage, et donc on savait que l'histoire pouvait aller dans tel sens. Et du coup, la fin de saison de Game of Thrones, on avait eu pas mal d'intérieur parce que les producteurs avaient fait un peu comprendre que bon, c'était sympa les spoils, mais il y en avait marre. Et ben en fait, tout était contrôlé. On n'aurait plus une image des acteurs, plus une image de spoil. On aurait vite fait su qu'il y avait des acteurs qui arrivaient pour tourner, mais on ne saurait pas ni où, ni quoi, comment. Donc en fait, il y a fondamentalement des choses qui changent à la fois dans le tournage, mais également dans ce que le tournage génère maintenant. Parce que Game of Thrones, c'était vraiment une chasse organisée qui a généré énormément de spoil. Et du coup, ça aussi, c'est un effet positif. Si ça te va, on va parler du coup de pré-production. Et bien sur la partie pré-production, la série eh bien, vient de deux personnes, de Jon Favreau et de Dave Filoni. Jon Favreau, il sortait juste du coup du Roi Lion, où c'était du coup tout le temps des personnages ou des animaux faits en 3D. Il sortait surtout du livre de la jungle, où il y avait un petit Mowgli réel qui du coup était censé marcher et regarder des animaux en 3D. Et donc il y avait ce problème de avoir un personnage qui en permanence interagit avec des personnages qui sont en 3D, et du coup tout ça fallait le pré-rendre, pré-calculer. Il pouvait y avoir des erreurs, ou au contraire travailler sur une séquence qui ne sert pas à la fin en montage, et donc c'est des coûts qui sont très importants. Et à côté de ça, il y avait Dave Filoni qui lui venait de la série animée Clone Wars, et avant même de la série animée Avatar, The Last Airbender. Et en fait, Dave Filoni, lui, dans les séries, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent de développer des scènes entières, de faire des rendus 3D qui sont calculés sur des milliers d'heures d'ordinateur pour, en fait, après se dire, ah bah non, en fait, ce moment, il ne sert à rien. Et donc, Dave Filoni, il fait ce qu'on appelle de la prévise. Donc, c'est-à-dire qu'il fait, en gros, son épisode de Clone Wars avec des personnages qui sont, en gros, des fils de fer. Tout est gris, il n'y a pas de matière, il n'y a presque pas de lumière. Et en fait, il fait comme ça tout son épisode. Il regarde si ça marche, si les dialogues marchent, si les angles de caméra marchent. Il fait le rendu de ça, et après, ils se disent, OK, ça marche. Hop, on passe au vrai travail. Et en fait, ces techniques d'animation qui existent depuis longtemps, eh bien, Dave Filoni les a amenées avec Jon Favreau sur un tournage réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va prendre un cas très spécifique, la scène des robots dans l'épisode 6, où donc le Mandalorian, donc c'est l'épisode sur la prison, en fait, est là et combat avec 6 droïdes. En fait, cette scène, le réalisateur, le fait qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire de la prévisualisation, en fait, ils ont tourné tout en motion capture. Donc, en gros, il a ses cascadeurs, il tourne le matin avec des caméras qui capturent les mouvements des cascadeurs. Il est juste en train de réfléchir quels sont les bons coups, est-ce que là, il faut chuter, quel est le rythme, en fait, de cette scène d'action. Il est là, il est juste présent à côté, il n'a pas de caméra, et il regarde ces acteurs qui se donnent des coups, qui font des sauts. Non, écoute, là c'est mieux si tu prends ton flingue, ou au contraire si tu lui donnes un coup de poing. Donc il réfléchit à sa scène, et une fois que la scène est faite, donc l'après-midi, il part du coup avec l'équipe de Motion Cap. Et là, du côté informatique, les personnages sont faits, donc comme on a capturé leurs mouvements, leur corps en fait en fil de fer. Et là, il place la caméra. Il place des caméras virtuelles en fait dans son logiciel. Donc, il a les mouvements des acteurs qui font la cascade que lui, il veut avoir à la fin. Et il a donc le rendu de ces acteurs en 3D dans son logiciel. Avec son monteur, il décide de dire « Ah, mais en fait, c'est plus intéressant d'avoir un plan serré sur le visage quand il prend le coup de poing, et là, au contraire, d'être au niveau du sol, etc. » Donc, il crée sa réalisation
En fin de journée, il décide de se dire, bah en fait, du coup la scène elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc il fait son montage. Il a petit à petit sa scène qui est complètement bouclée. Il envoie à toute l'équipe qui peuvent le voir donc sur leur réseau informatique. Et il y a tout de suite les assistants de production qui regardent et qui voient, en fait, on voit tel côté du décor et pas l'autre. Ah, en fait, au niveau des costumes, ça sert à rien d'aller se faire chier à faire la botte de Mando de manière extrêmement précise parce qu'elle apparaît pas, il donne que des coups de poing. Ça veut dire que les équipes du décor se disent, ah, mais en fait, on voit jamais les droïdes de dos, donc je n'ai besoin que de construire l'avant. Et donc, ça permet de faire économiser énormément de temps aux équipes. Donc là, je parle de vraiment tous les services, à l'équipe lumière qui se rend compte que tel endroit n'est pas éclairé, à l'équipe qui s'occupe donc de synthétiser le budget, de se dire, bah, en fait, on économise ça, 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 ici, 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 ici. Et là, je parle beaucoup de budget et de temps, mais ça permet aussi, en fait, à l'équipe, aux scénaristes, aux producteurs, aux réalisateurs, d'avoir comme ça d'épisodes de fil de fer par fil de fer, d'avoir l'intégralité de la série, en tout cas de l'épisode, qui est monté, et ils se regardent l'épisode avec la voix des acteurs qui a enregistré vite fait. Et il regarde, il voit si la scène a du rythme, si ça en a pas, est-ce que l'épisode est bon, est-ce que l'épisode est pas bon, est-ce que l'épisode mériterait de durer 55 minutes ou 28 minutes. Et en fait, ils peuvent comme ça en fait itérer, prendre ces fils de fer, refaire leur montage rapidement. Et en fait, quand ils décident de passer au tournage, eh bien, ils sont déjà sûrs que au jeu des acteurs près, eh bien, l'épisode, au moins, a des lignes de dialogue qui sont percutantes, des scènes qui sont percutantes en termes de montage, etc. Et bah, déjà, ça permet d'avoir un gros check de qualité, c'est-à-dire que au lieu de se dire, bon, bah, j'ai une vision de faire un tournage qui a tel ou tel problème, et après d'avoir un épisode qui est produit, eh bien, et on essaie de rattraper les choses au montage ou en post-production, là, en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la boîte. Ça permet d'économiser énormément leur budget et de savoir que ce que nous voyons en tant que spectateurs, c'est exactement la vision des showrunners. C'est exactement la vision du scénariste, du réalisateur, parce que en fait, on est en train de voir quelque chose qui a été entièrement fait en avance. Et donc, c'est pour ça que la série Mandalorian a des délais de production qui sont complètement inversés. Normalement, on a une pré-production. La réalisatrice de Mr. Robot qui travaille sur Mandalorian expliquait qu'habituellement, elle avait à peu près 9 jours pour travailler à découper, faire le storyboard, préparer un peu sa réalisation. Là, elle a 2 mois. Et donc, en fait, le fait qu'elle ait autant de temps en avance, parce que Disney, parce que Favreau ont bien compris que ça leur amenait de la qualité et des économies, et ils ont le tournage avec cette technologie du volume dont on a parlé, et du coup, en fait, en post-production, il n'y a plus que très très peu de temps parce que tout est déjà calé. Et on peut même imaginer que, par exemple, on a le Goranson à la musique qui a les épisodes en fil de fer, qui peut les avoir, s'en inspirer, envoyer la musique de l'épisode aux acteurs pour qu'ils soient encore plus dans le mood. Et on a fondamentalement, en fait, c'est encore une fois des technologies. Ils n'ont rien inventé, ils ont juste remixé des choses qui existaient déjà. Et en fait, en les remixant tout ça, ils remettent ce qui est important au centre. La réalisation, où est-ce qu'on met la caméra, le jeu des acteurs. Ça permet de vraiment travailler sur ce qui est au centre. Mando est un personnage où, en fait, on n'a pas de jeu d'acteur facial. On peut pas avoir lui qui soulève un sourcil, etc. Et donc, c'est très important de pouvoir caler en fait la réalisation autour de lui. Les réalisateurs expliquaient que souvent avec Mando, la clé c'est l'immobilité. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage est extrêmement immobile et en fait, quand il tourne la tête, c'est souvent des gestes qui sont appuyés et qui ont un sens et qui amènent un vrai jeu d'acteur. Et c'est le fait qu'on soit tellement habitué qu'il ne bouge jamais, fait que quand il bouge, c'est ça le jeu d'acteur, c'est ça qui nous permet de voir ça. Quand il court tout de suite pour avoir bébé Yoda, alors que parce qu'il est en danger, alors qu'il est toujours immobile, ou qu'il se retourne pour voir une personne, c'est vraiment ça qui permet de faire ressentir les émotions dans la série. Et encore une fois, tout ça, c'est des clés qu'ils ont pu, non pas découvrir sur le tournage et qui après, en fait, on aurait eu un début d'épisode qui était moins bon que la suite que de la saison, de là tout de suite avoir ces réflexions avant même que la série soit tournée. Et c'est vraiment, vraiment, je trouve, extrêmement bénéfique pour la production, pour les productions à l'avenir, parce que ça veut dire qu'en fait, si un film est une bouse avec un scénario catastrophique,
bah, les gens qui le font pourront le voir en amont et pourront corriger le tir. Alors après, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et parfois des réalisateurs peuvent partir dans des délires extrêmes et en fait, c'est juste qu'on n'adhère pas au goût. Enfin, The Shape of Water, pour prendre un exemple de Guillermo del Toro que Kerr a adoré et que moi j'ai pas du tout aimé, et ben même si Guillermo del Toro avait l'intégralité du rendu de son film en avance, le film est fait pour lui plaire à lui, a plu à Kerr et moi ne me plaît pas. Mais par contre, ça permet de corriger tous ces films qui sont complètement restructurés au montage parce qu'en fait les réalisateurs se rendent compte qu'ils n'ont pas de sens. Et ça permet en fait de faire toutes ces économies d'erreurs qui coûtent la qualité des films. Parce que ce que vous diront toutes les sociétés de production de cinéma, tous les grands majors, que ce soit de Disney à une petite de production de cinéma indépendante en France, c'est que personne ne part en se disant alors aujourd'hui je vais produire un film de merde. Voilà, j'ai décidé, je vais mettre 5 millions sur la table et je vais faire un film pourri. En fait, ils essayent tous de faire des bons films. Il y a parfois des coups d'opportunité où ils essayent de faire un film qui a un budget faible avec des gros acteurs pour qu'ils rentabilisent le film en quelques jours. Et c'est ce qu'on appelle, en termes de production, ce qu'on appelle un sprinter, un film qui est là pour gagner très 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 vite sa vie parce que, en fait, en termes de bouche à oreille, ça va être catastrophique. Mais là, on a vraiment l'essence du cinéma. C'est-à-dire que c'est la qualité du film qui va primer avant tout le reste, et de la pré-production à la production. Est-ce que ça te fait réagir, ou avant qu'on passe à la post-production, cette partie pré-production que je trouve hyper intéressante? Oui, énormément, parce que en plus ça permet de comprendre pourquoi la saison 2 de Mandalorian est sortie dans les temps, alors qu'à côté de ça, énormément de projets, notamment séries, étaient décalés. Et Mandalorian, ils ont toujours dit non, non, nous, ça va, ça sortira normalement. On avait dit automne, ça sortira automne, et c'est sorti dans les temps. Donc ça permet de comprendre. Et tu disais qu'on fait pas un film dans l'optique en sachant que c'est un mauvais film. Moi, j'ai vu récemment notamment 2 films sur Amazon Prime, 2 films français, Brutus vs César et Connecté. Je pense qu'ils le savaient avant quand même que le film allait être très mauvais, hein. Vas-y, enchaîne. Et donc pour finaliser sur la partie donc qui du coup est habituellement la plus importante, enfin pas la plus importante, mais une des plus importantes en termes de temps, qui est donc la post-production, le fait de faire le montage, le fait de faire tous les effets spéciaux, le fait de faire apparaître les dragons qui n'étaient pas là en tournage. Et bien là en fait les choses sont inversées comme je disais. La pré-production prend une énorme partie du temps, le tournage l'autre. Et en fait, du coup, eh bien, pour la post-production, il reste à se concentrer de temps en temps sur faire un vaisseau spatial qui décolle, de mettre quelques étincelles quand un droïde a pris un coup. Mais ça reste extrêmement faible. Alors évidemment, il y a toujours ce côté corriger le montage par rapport à un trait de musique ou une nouvelle idée qui est apparue après. Mais comme l'épisode est validé, charté en amont, c'est un temps qui est extrêmement court et ça permet du coup d'enchaîner très vite à l'épisode suivant, d'enchaîner tout de suite sur la pré-production de la saison suivante. Et encore une fois, il y a beaucoup de réalisateurs qui n'aiment pas du tout la phase de montage, parce qu'ils trouvent que c'est une phase qui est extrêmement lente, où on prend des jours et des jours pour au final regarder 40 fois le même montage qui dure 1 minute. Et souvent, il y a des réalisateurs qui se perdent un peu dans cette étape-là, qui expliquent qu'ils ne sont plus capables d'avoir du recul. Christopher Nolan, par exemple, ne regarde pas sa première version de montage. Donc, en fait, quand ils font un premier bout à bout, ça s'appelle comme ça, en fait, on met toutes les séquences du film. Donc, les films durent souvent 4 heures, 4h30, parce qu'ils filment souvent trop. Et en fait, Nolan explique qu'il ne veut pas le regarder tellement c'est indigeste et ça lui fait peur. Il a l'impression qu'il a filmé un film catastrophique parce qu'il n'y a pas de rythme, etc. Et en fait, ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas parce qu'ils ont déjà le bout à bout, mais fait avec la prévise. Les acteurs ont fait exactement ce qui était prévu. L'épisode est donc vraiment copier-coller de la prévisualisation, et ça permet d'avoir un épisode qui est calé complètement depuis le début. Bref, je trouve que chacun de ces éléments est
extrêmement innovant, va apporter énormément de bonnes choses à l'univers du cinéma. Et puis, il faut imaginer les choses dans 5 ans, dans 10 ans, quand ces écrans à 360 degrés vaudront plus que quelques dizaines de milliers d'euros. Les films pourront être faits avec énormément d'ambition, mais avec 150 000 euros de budget. Du coup, dans cet univers où il y a plein de plateformes qui essayent de faire des choses, où les films à moyen budget commencent à ne plus réussir à avoir de financement déjà depuis quelques années, eh bien, on pourra avoir les films à plus petit budget qui, eux, sont là pour supporter un peu le fond et l'innovation du cinéma, parce que les gros films à gros budget, ça va être des gros IP, ça va être les Marvel, ça va être Pirates des Caraïbes 8. Et en fait, le truc, c'est que les petits budgets qui doivent avoir de l'innovation, vont avoir des outils pour faire mieux. Et je parle des films, mais c'est évidemment le cas des séries, où on va avoir la possibilité d'avoir d'autres séries à la Mandalorian qui ont vraiment une qualité d'écriture qui est respectée de début à la fin sans surprise. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu différente du reste de la chaîne vous a plu. Moi, ça me passionne parce que je suis producteur dans la vie, et alors pas du tout de cinéma et de séries, mais de vidéos, et du coup, ça me plaît énormément, pendant qu'un petit gazouille sur le côté, ça me plaît énormément de vous partager cette passion et ces avancées dans notre univers de la vidéo. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Pierre. Eh ben, merci mon cher Greg. N'hésitez pas à mater tout ce qui est making of de Mandalorian, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment il tourne, c'est vachement intéressant. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres infos, d'autres vidéos notamment sur Mandalorian, et pas que ça d'ailleurs, bien sûr. À très vite, cœur sur les tipeurs, et passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, ciao!